Le 23 novembre 2025, en plein midi, le désert de Lafar s'est brusquement enfoncé dans les ténèbres. Des éclairs déchirent un ciel saturé de cendres, tandis que les villageois fuient désespérément la pluie de débris. Un géant qu'on croyait endormi vient de se réveiller, projetant des ondes de choc aux quatre coins du globe. Ce cataclysme paralyse le trafic aérien et laisse les experts totalement perplexes quant au sommet coupable. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer une éruption d'une telle ampleur? Du jamais vu depuis 12 000 ans. Pourquoi personne n'a vu venir les signaux d'alerte? La vérité va bousculer toutes nos certitudes. Cette découverte redéfinit la faille la plus périlleuse d'Afrique. Un mur de cendres noires déferle vers les cieux. Il occulte totalement le soleil de plomb au-dessus des terres arides de Lafar. Le sol vacille, tandis qu'un rugissement assourdissant balaie les étendues salines. En une éclair, l'horizon s'efface derrière une colonne de fumée monumentale et menaçante. On dirait que le ciel se fait dévorer. Des arcs électriques crépitent au cœur du noir complet. Des toiles d'électricité sauvage jaillissent du cratère. Alors que la poussière envahit chaque bouffée d'air, l'atmosphère devient suffocante, chargée de soufre, tandis que le souffle de l'explosion irradie partout. Les vitres explosent à des kilomètres à la ronde, forçant les bergers à chercher refuge en urgence. Au pied du volcan, la terre se déchire littéralement pour cracher des geysers de roches en fusion. Des panaches de cendres s'élèvent à près de 15 km de haut. La fureur tellurique est implacable. Chaque détonation propulse des débris toujours plus hauts, éclairés par des flashs volcaniques apocalyptiques. En une fraction de seconde, la lueur dévoile l'ampleur du désastre. Puis, la cendre se met à pleuvoir. D'abord une brume légère, puis de véritables murs de poussière qui ensevelissent tout le désert. Un linceul gris recouvre tout sur son passage. En quelques minutes, l'obscurité totale remplace le jour. Les bêtes s'enfuient. Les caravanes se figent, et seul le fracas des explosions brise le silence de mort. Un sifflement sinistre envahit l'atmosphère à Hadera, un village situé juste au nord-ouest du brasier. Le firmament n'est plus qu'un tourbillon mouvant d'ombres et de flammes infernales. Pour les habitants, c'est comme si une bombe monumentale venait de sauter juste sous leurs pieds. Les cadres des fenêtres tremblent et les portes claquent violemment sous la pression du vent. On sent qu'une puissance millénaire et destructrice vient enfin de sortir de son non-sommeil. Les satellites révèlent une traînée de décombres s'étendant déjà sur des centaines de kilomètres. Le flux d'altitude emporte ces nuages toxiques vers l'est et le nord du continent. La silhouette de l'éruption, en forme d'enclume, projette une ombre menaçante sur toute la région. Chercheurs et aviateurs le savent bien, nous ne sommes pas face à un phénomène ordinaire. Les décharges électriques se multiplient, signe de la friction intense des particules de cendres. Tout s'entrechoque dans cette colonne incandescente. Une première depuis 12 000 ans. Ce volcan n'est pas seulement actif, il est en train de remodeler la Terre et le ciel. Il bafoue toutes les lois géologiques de cette faille pourtant déjà extrêmement instable. Le spectacle est à la fois terrifiant et étrangement hypnotisant pour ceux qui l'observent. Un rappel brutal que, sous nos pieds, la planète ne dort jamais vraiment. À Hadera, l'univers se résume désormais à un brouhaha étouffant de poussière et de fracas. Les caravanes de sel, véritables poumons du désert, sont désormais clouées sur place. Les chameaux s'agitent dans un brouillard si opaque qu'on se croirait en pleine nuit. La cendre recouvre chaque millimètre, transformant ce décor familier en un monde totalement extraterrestre. L'environnement devient invivable. Les éleveurs se masquent le visage pour tenter de sauver leur bétail. Ils se cachent derrière des murs de pierre, mais la poussière s'insinue dans la moindre fissure. L'air a un goût de métal et de soufre. Dans Lafar, les ténèbres sont désormais totales. Les enfants se terrent chez eux face au tonnerre lointain, tandis que les anciens scrutent le néant. Tous espèrent revoir le jour. L'appel à la prière résonne étrangement dans ce chaos obscur. Le silence règne, étouffé sous un linceul de suie tombante, tandis que le ciel s'efface totalement des mémoires. Perdus entre deux avant-postes, les marchands de sel abandonnent tout pour se terrer contre leurs dromadaires. Ils attendent, prostrés, que cette averse étouffante veuille bien leur accorder un répit. À travers une liaison radio hachée, un chef de caravane raconte son errance aveugle durant des heures. Il décrit le sol qui se dérobe, l'obscurité totale et le seul son de leur voix désespérée. Pour eux, l'heure du jugement dernier avait sonné. Le bétail,
pilier vital de l'existence Afar, sombre dans une terreur incontrôlable alors que chèvres et vaches s'éparpillent dans le noir. Beaucoup disparaissent de longues heures avant que le voile de cendre ne laisse enfin poindre un espoir de les retrouver. Les pâturages, autrefois mosaïques d'herbes sèches et de sel, s'évanouissent sous une épaisse chape grise. Les abreuvoirs s'engorgent de poussière abrasive, paralysant brutalement le rythme quotidien des campements. Chercher de l'eau ou soigner les bêtes devient secondaire, car seul l'instinct de survie dicte désormais sa loi. Les communications volent en éclats, les radios crachent de la friture, et le réseau mobile s'évapore sans prévenir. Des familles pourtant proches se retrouvent isolées, luttant désespérément pour briser ce mur de silence. Dans ce chaos total, les rumeurs les plus folles circulent, désignant le réveil brutal de l'Ertahalé. D'autres pointent du doigt l'Alou Abagou comme l'origine de ce cataclysme. Nul ne sait quel monstre s'est éveillé, mais tous sentent que leur monde vient de basculer pour toujours. À la tombée de la nuit, la cendre continue de pleuvoir, s'infiltrant dans les vêtements et chaque recoin des foyers. Le peuple Afar s'emmure dans un silence d'angoisse, le regard tourné vers un horizon invisible. Ils guettent la moindre lueur, se demandant ce qu'il restera de leur vie quand l'obscurité se dissipera enfin. La panique s'empare des rédactions et des cercles scientifiques dès que les premières alertes frappent Addis Abeba. Les premiers bulletins d'urgence désignent immédiatement l'Alu Abagou comme le coupable idéal. Ce sommet reculé et méconnu de la dépression de l'Afar devient soudainement le foyer de l'éruption. Les agences de presse internationales s'emparent de l'affaire, propageant l'alerte à l'échelle planétaire. Se basant sur des rapports préliminaires, les médias saturent les ondes avec ce nom désormais tristement célèbre. Durant un bref instant de pure sidération mondiale, l'attention s'est figée sur ce point précis. L'Alu Abagou est devenu l'épicentre d'un drame suivi par le monde entier. Ce volcan, sans aucun antécédent connu, était accusé d'être à l'origine d'une des colères les plus violentes de l'histoire récente. Les porte-paroles gouvernementaux et les services météo appuyaient tous cette thèse dans leurs communiqués de crise. La sécurité aérienne diffusait même ses coordonnées exactes pour détourner les vols, alors que la menace planait. Les réseaux sociaux se sont remplis de cartes traquant le panache de cendres depuis son supposé cratère de mort. L'idée d'un réveil historique pour ce sommet vierge a décuplé l'urgence de la situation. Les scientifiques tentaient de vérifier ces données dans un branle-bas de combat général. Mais la pauvreté du réseau sismique local laissait les experts dans un aveuglement quasi total. Faute de données en temps réel, les agences se sont agrippées aux moindres bribes d'informations disponibles. Tandis que le doute grandissait, la pression médiatique ne faiblissait pas un seul instant. Les journalistes, engagés dans une course contre la montre, relayaient les dires d'officiels anonymes. Chaque nouvelle mise à jour semblait graver dans le marbre la culpabilité du volcan désigné. Ce quiproquo monumental a dicté la réponse du monde durant des heures cruciales, avant que la vérité n'éclate. Il a fallu attendre que les clichés satellites se précisent et que de nouveaux flux de données arrivent enfin. La réalité a fini par percer le voile. Mais l'histoire de ce géant endormi reprenant vie avait déjà tout envahi. Ce récit de fureur dominait les esprits, alimentant une angoisse qui dépassait largement les frontières du désert. La spéculation faisait rage, transformant cet événement en une source d'inquiétude pour des populations lointaines. Les sismologues qui surveillaient cette terre tourmentée enregistraient pourtant des secousses depuis des mois. De janvier à juillet, les entrailles de la Terre n'ont cessé de gronder et de se manifester. Des essaims de séismes, parfois des dizaines en une seule journée, faisaient frémir le socle du désert. Ce schéma semblait habituel. Des essaims sismiques typiques des rifts, signe que l'écorce terrestre s'étire sans pour autant se rompre. On prévoyait un séisme tectonique classique, pas une explosion volcanique. Début juillet, l'alerte rouge clignotait sur les bulletins sismiques. Les capteurs s'affolaient devant la puissance et le nombre de secousses, certaines atteignant une magnitude de 3,5. Le vrai choc est venu d'un gonflement du sol, subtil mais constant. Le radar de Sentinelle-1 a détecté ce soulèvement silencieux, de 12 cm au Hailey Goubi, signe que le magma poussait. En profondeur, une intrusion magmatique injectait une roche fondue instable. Ce mécanisme secret préparait une explosion d'une violence inouïe. Les chiffres hurlaient qu'une pression monstrueuse montait sans cesse. Chaque secousse
Chaque centimètre gagné était un indice ignoré. Le manque de stations a laissé le désastre s'engouffrer sans aucun bruit. Les services éthiopiens redoutaient un risque volcanique imminent, mais sans réseau dense, la menace restait totalement insaisissable. Ces secousses étaient des présages noyés dans le vacarme, d'une région où la Terre ne reste jamais immobile. Le puzzle ne s'est assemblé qu'une fois l'enfer déclenché. Une série d'avertissements écrits dans le langage brutal, du sol qui se déchire et du magma qui remonte. Alors que la panique gagnait les médias, une enquête secrète débutait déjà. Elle ne misait pas sur le terrain, mais sur le balayage silencieux. Des satellites flottant à des centaines de kilomètres d'ici. À l'aube du 23 novembre, Sentinel-1 a scanné l'Afar, révélant une nouvelle faille béante de plus d'1 kilomètre de long. Lacérant le flanc sud du Haile Goubi, le paysage a muté en une nuit. Les quasars montraient des dépôts pyroclastiques frais et une ombre, marquant les vents à 13,08 degrés nord, 40,73 degrés est. Le débat faisait rage. Le spectromètre Tropomi a capté un pic brutal de dioxyde de soufre, pile sur le volcan. Plus de 200 000 tonnes de gaz. Dès l'après-midi, le coupable ne faisait plus aucun doute. Les capteurs de Sentinel-3 ont détecté un enfer thermique précis. Rien à Lalu ou à l'Erta-Alé. Seul le sommet du Haile Goubi brûlait. À midi, le centre de Toulouse a corrigé ses alertes de cendres. Un nouvel évent s'était ouvert sur le versant sud-est du volcan. Le panache de cendres s'étirait sur 15 km d'altitude, son ombre glaçante traversant les frontières. À chaque passage, les satellites cartographiaient les fissures et les champs de lave. C'était la griffe d'un volcan endormi depuis 12 000 ans. Dans ce désert où la vérité est rare, le verdict venu de l'espace était sans appel et définitif. L'Afar est au carrefour de 3 plaques tectoniques majeures, nubiennes, somaliennes et arabiques, qui s'écartent violemment. Ici, l'écorce terrestre s'éventre et se déchire, ouvrant des plaies béantes qui plongent jusqu'aux entrailles du manteau. Voici le moteur du rift. Un engrenage géologique colossal alimentant les éruptions les plus terrifiantes du globe. Le Haile Goubi, tout comme son voisin l'Erta-Alé, trône au sommet de véritables autoroutes de magma souterraines. En temps normal, les volcans boucliers de cette région sont réputés pour leur coulée de lave lente et prévisible. Leurs pentes douces sont façonnées par un basalte qui s'épanche paisiblement depuis des siècles. Pourtant, l'éruption du 23 novembre a tout balayé. Pourquoi ce déchaînement a-t-il été si violent? Sous la surface, une poussée de magma neuf et gorgée de gaz a surgi des profondeurs du rift. Elle s'est frayé un chemin brutal dans de vieilles poches de roches fondues sous le Haile Goubi. Quand ce flux brûlant et gazeux percute un magma stagnant, la pression explose en un instant. Si la sortie vers l'air libre est obstruée, le système se change en une redoutable cocotte-minute scellée. Finalement, le bouchon saute et la décompression propulse la lave vers les cieux dans un fracas apocalyptique. C'est ce même mécanisme qui déclenche les éruptions paroxystiques de l'Etna en Italie. Ces crises sont brèves, mais crachent des colonnes de cendres géantes zébrées d'éclairs volcaniques. Les ondes de choc ont secoué la région sur des kilomètres à mesure que la fureur s'intensifiait. Le Haile Goubi et l'Erta-Alé partageraient en réalité un conduit magmatique commun et profond. Leurs entrailles sont interconnectées par les soubresauts incessants de la faille du rift. Ce carrefour tectonique ne se contente pas de provoquer des tremblements de terre. Il prépare les volcans à une violence soudaine et imprévisible au cœur d'un décor sculpté par la lenteur. Même un géant endormi peut devenir meurtrier quand le moteur du rift se remet à vrombir. À 45 000 pieds, le nuage de cendres du Haile Goubi a transpercé la haute troposphère. Ce panache toxique a envahi l'altitude de croisière des avions de ligne. Quelques heures seulement après l'explosion, le centre d'alerte de Toulouse diffusait déjà ses bulletins d'urgence. Les experts météo traquaient la dérive du nuage vers le nord-est, poussé par les courants jets. Il a survolé la mer Rouge pour menacer les routes aériennes bondées de l'Arabie Saoudite et de l'Inde. Les compagnies ont dû agir dans l'urgence et les aiguilleurs ont dévié les trajectoires à la hâte. Certains vols ont été poussés vers la Méditerranée, d'autres vers le sud de l'équateur. Tout cela pour fuir un péril invisible qui s'étirait sur des centaines de kilomètres au-dessus des têtes. Dans les cockpits et les tours de contrôle, on ne parlait plus de turbulences, mais de cendres mortelles. Ces particules de verre peuvent fondre dans la fournaise des réacteurs avant de se solidifier à nouveau. Ce dépôt fige les turbines et les capteurs,
une menace directe pour la survie de l'appareil. Le danger dépasse largement la simple perte de visibilité ou l'air vicié en cabine. C'est le spectre d'une panne moteur totale en plein ciel. Les pilotes recevaient des alertes en direct, les forçant à des détours de plusieurs centaines de kilomètres. D'autres modifiaient leur altitude pour passer au-dessus ou sous la nappe de poussière. L'aviation civile indienne a ordonné à tous les transporteurs de s'écarter de cette zone maudite. Elle s'appuyait sur des prévisions satellites, montrant le nuage envahir l'espace aérien indien dès la nuit tombée. Pendant des heures, le ciel de la Corne de l'Afrique est devenu un véritable dédale mouvant. Les contrôleurs coordonnaient chaque mouvement avec les agences météo et les experts de Toulouse. Les routes étaient ajustées à chaque minute selon les déplacements du panache. Chaque décision vitale reposait sur des clichés satellites et des modélisations de l'atmosphère. Les données provenant directement de la zone éruptive étaient quasiment inexistantes. La portée de l'éruption était mondiale et le péril était immédiat. La nature a montré sa force brute en étendant ce voile de poussière sur plusieurs continents. Les autorités ont lutté sans relâche pour garantir la sécurité des milliers de passagers en vol. Cela a rappelé au monde qu'une seule explosion imprévue peut suffire à paralyser la planète entière. Ce souffle dévastateur pourrait redéfinir à jamais les routes de notre ciel. L'éruption a mis à nu bien plus qu'une simple déchirure dans l'écorce terrestre. Elle a révélé une zone d'ombre terrifiante dans la surveillance des brasiers les plus menaçants du globe. Dans l'enfer de la phare, les stations sismiques se comptent sur les doigts d'une seule main. Les balises GPS, pourtant vitales pour traquer les moindres gonflements du sol, sont dispersées sur des centaines de kilomètres et restent souvent muettes pendant des mois entiers. Oubliez les capteurs de gaz ou les caméras du Japon. Ici, le vide technologique est quasi total. Pour les experts, ce n'est pas seulement une défaillance technique majeure, c'est une chance gâchée face à un péril latent depuis le réveil du Nabro en 2011. Après le chaos du Dabaou en 2005, le monde réclamait pourtant un réseau de pointe. Les plans prévoyaient des armées de sismomètres de haute précision, une veille GPS constante et une analyse chimique en direct, mais les fonds se sont évaporés. Chaque année, l'urgence de la situation s'effaçait peu à peu des mémoires. Désormais, la fureur du Hailey Gubby relance violemment ce débat crucial. Les géologues d'Addis Abeba et leurs alliés internationaux préparent une expédition de choc. Leurs ambitions sont à la mesure du caractère sauvage de ce colosse de pierre. Cartographie chirurgicale des failles, prélèvement de lave et de cendres toxiques. Et la toute première datation précise des coulées millénaires du Hailey Gubby. Flotte de drones, sismomètres mobiles de dernière génération. Et données satellites s'uniront pour ériger un rempart contre les catastrophes futures. L'espoir est de percer enfin ces mystères vieux de plusieurs décennies. À quel rythme frappe-t-il? Quels signaux annoncent l'apocalypse? Ce réveil change radicalement toutes les priorités. Agences mondiales et autorités locales négocient enfin de nouveaux investissements massifs, pas seulement pour le Hailey Gubby, mais pour toute la chaîne infernale de la phare. Pour la communauté scientifique, cette crise est un cri d'alarme pour combler ce gouffre de surveillance, apprendre du passé et se préparer à ce que le rift nous réserve pour la suite. Sous le désert de la phare, les forces qui déchirent les continents grondent encore. Agissant dans l'ombre, bien au-delà de la portée de nos instruments actuels, alors que le ciel et les hommes restent vulnérables, une vérité implacable s'impose. Le plus discret des volcans peut bouleverser le monde en une nuit. La Terre ne prévient jamais. Partagez votre avis et restez aux aguets pour découvrir les prochains secrets que la planète nous révélera.